il n'y a pas moyen de parler de la Tour Eiffel sans passer par le parc des impressionnistes de Clichy-la-Garenne. Pourquoi? D'abord parce que c'est très joli, et ensuite parce que la terre qui a permis la création de ce parc était en fait au Champ de Mars. Et c'est la terre qui a été décaissée pour installer la Tour Eiffel. Oui, mesdames et messieurs, la terre que vous voyez et cette pelouse magnifique que vous avez sous les yeux aurait dû être à l'ombre de la Dame de Fer. Et là, vous allez me dire, pourquoi acheminer la terre du Champ de Mars ici, à Clichy-la-Garenne? Eh bien, parce qu'à la même époque que la construction de la Tour Eiffel, notre cher Gustave participait aussi à l'agrandissement d'une usine à gaz, ici, là où aujourd'hui se trouve le parc des impressionnistes. Donc, la terre qui gênait pour installer la Tour Eiffel, il l'a acheminée ici pour permettre de rehausser l'usine à gaz de plus de 6 mètres pour la mettre à l'abri des crues de la Seine. En quelque sorte, c'était comment faire d'une pierre deux coups. Malin, notre cher Gustave. Alors, ne la cherchez plus, cette usine à gaz à Clichy-la-Garenne, elle a été remplacée par ce magnifique parc des impressionnistes. Rehaussé de 6 mètres, le parc des impressionnistes, pour protéger des crues de la Seine. Il faut dire que Clichy-la-Garenne a toujours beaucoup compté pour Gustave Eiffel. S'il était natif de Dijon, c'est ici, à Clichy, qu'il va se révéler en tant qu'ingénieur. Parce que c'est ici, à Clichy, par un beau jour de 1855, qu'il va venir pour travailler dans les ateliers de Monsieur Neveu et avec pour mission d'étudier, de se renseigner sur les fondations en rivière, sur les ponts. Les ponts et Gustave Eiffel, c'est un domaine dans lequel il va bientôt exceller. Alors malheureusement aujourd'hui il ne reste plus rien dans Clichy des ateliers de Monsieur Neveu où par un beau jour de 1855 est arrivé un jeune homme fraîchement diplômé de 23 ans, à savoir Gustave Eiffel. Il ne reste plus rien non plus de sa maison où il habitait quand il était à Clichy, qui était à peu près ici au niveau du 32 quai de Clichy. Mais quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose et il nous reste un joli petit pont de Gustave Eiffel qui est parvenu jusqu'à nous à Clichy. C'est par ici, suivez-moi. Il nous reste quand même ce petit pont qui date de 1875 et qui permettait de relier notre fameuse usine à gaz à la voie de chemin de fer. Et si vous regardez bien sur le pont, il y a un petit calicot avec marqué Atelier Eiffel Levallois. Et quand je vous disais que les ponts, c'était vraiment la spécialité de Gustave Eiffel, il en a construit des très impressionnants, des très importants aussi, en particulier des ponts de chemin de fer, comme en 1883, le pont de Charenton qui enjambe la Marne et qui permettait de relier Paris à Lyon, à Marseille pour la compagnie PLM Paris-Lyon-Marseille. Merci Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, des ponts, il va en construire partout. Et avant la Tour Eiffel, ça va vraiment être sa signature architecturale. Comme ici derrière moi, avec la passerelle de Brie-sur-Marne. Alors là, on est vraiment dans du style Eiffel pur jus, avec une structure entièrement en métal, avec un arc central un peu plus haut que les autres, pour pouvoir laisser passer les bateaux. Et les arcs sont réunis aussi entre eux, avec des poutrelles entrecroisées. Ça, c'est vraiment du style Eiffel pur jus, je vous dis. Et regardez comme Gustave Eiffel a relié la banlieue à Paris avec cette passerelle aqueduc de Lavre lancée sur la Seine entre Saint-Cloud et Boulogne. Alors cette passerelle, on l'appelle la passerelle de Lavre parce qu'en fait, elle prolonge l'aqueduc de Lavre qui achemine l'eau de la rivière Avre jusqu'à Paris. Et oui, en fait, la passerelle de Lavre, c'est une canalisation qui franchit la Seine. Mais bon, on peut marcher dessus et même rouler dessus en vélo. Après avoir quitté Clichy,
Gustave Eiffel s'installe en 1863 à Levallois-Perret. C'est là où il va installer ses ateliers sur près de 11 000 m² avec 300 ouvriers, 50 ingénieurs. C'est là où va se forger le style Eiffel. Des plaques de tôle, des poutres en fer et des rivets ici, dans ce qui est devenu aujourd'hui le parc Gustave Eiffel à Levallois-Perret. Et c'est donc ici, dans son usine de Levallois-Perret, qu'ont été dessinées et fabriquées les 18 038 pièces de la Tour Eiffel, un puzzle géant, un immense Lego, dont les pièces étaient donc dessinées et fabriquées à Levallois-Perret, puis assemblées sur le site du Champ de Mars. Mais écoutez plutôt Gustave Eiffel nous parler du mode opératoire. Les pièces arrivaient de l'atelier de Levallois-Perret, préparées jusqu'à l'extrême limite de ce qu'il était possible de ne pas faire au Champ de Mars. Il n'y avait plus aucun trou à percer, aucun ajustage à opérer, la plupart des rivets étaient posés, les éléments de la construction s'adaptaient les uns aux autres, sans aucune retouche. La société Eiffel perdurera à Levallois-Perret jusqu'en 1975, et puis les temps vont changer, les modes de production aussi, et notre vieille société Eiffel sera mise en liquidation judiciaire. Les ateliers vont être détruits à Levallois-Perret et remplacés par ce parc Gustave Eiffel. Voilà, un parc comme à Clichy. Alors, ce qu'il faut savoir sur notre magique Tour Eiffel, c'est qu'elle a été construite pour l'exposition universelle de Paris en 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Il fallait donc quelque chose d'époustouflant, de grandiose, de totalement nouveau et moderne. Ce sera la Tour Eiffel. Mais au départ, elle n'a pas du tout fait l'unanimité. Au contraire, il faut dire qu'elle tranchait singulièrement au milieu de notre Paris haussmannien que le monde nous envie aujourd'hui. Ah non, il y a plein de gens qui la détestaient, en particulier dans les milieux artistiques. Hein, elle n'a pas du tout été acceptée. On la traitait de suppositoire géant, on la traitait de girafe squelettique, de mécano ridicule. Et il y a une petite anecdote que j'ai très envie de vous raconter pour vous montrer un petit peu l'atmosphère qui régnait au moment de l'érection de la Tour Eiffel. C'est avec Guy de Maupassant, hein, ce célèbre écrivain de la fin du 19e siècle, qui allait manger tous les jours à la fin de sa vie dans la Tour Eiffel. Parce qu'il y avait un restaurant, d'ailleurs il y a toujours un restaurant au premier étage. Et donc il venait y manger assez régulièrement. Mais ça finit par savoir qu'il n'aimait pas la tour. Donc au bout d'un moment, il y a un serveur de la Tour Eiffel, hein, du restaurant de la Tour Eiffel, qui a osé lui demander, en lui disant à peu près ceci, Monsieur de Maupassant, je ne comprends pas, vous détestez notre chère Tour Eiffel, et pourtant nous avons le bonheur de vous y accueillir assez régulièrement. Et Guy de Maupassant aurait répondu, ah bah c'est bien simple, quand on est dans la Tour Eiffel, eh bien c'est le seul endroit de Paris où on la voit plus. Il y a une autre petite anecdote qui est assez savoureuse concernant la Tour Eiffel, c'est que notre cher Gustave s'y était réservé un appartement au dernier étage, 100 m², la classe, imagine un peu la vue sur Paris. Donc évidemment, toute la bonne société rêvait d'y être invitée, de voir à quoi ça ressemblait. Mais Gustave Eiffel, il laissait rentrer très peu de monde, hein. Vraiment c'était difficile, c'était Fort Knox là-haut, sauf pour sa petite fille, Janine, qui était asthmatique. Et donc tous les jeudis, Papy Eiffel, il prenait Janine et il l'emmenait tout en haut pour profiter du bon air, l'air des hauteurs, ce qu'on appelait à l'époque l'aérothérapie. C'était très en vogue à l'époque. Donc Janine était sacrément vernie, hein. Ça devait couper le souffle. Et voilà, après 2 ans, 2 mois et 5 jours de travail, la Tour Eiffel est inaugurée le 31 mars 1889 sur le Champ de Mars, justement. Et au même moment, à Levallois-Perret, la rue Fouquet, où sont installés les ateliers de Gustave Eiffel, eh bien la rue Fouquet est rebaptisée rue Gustave Eiffel. C'est la consécration.
La banlieue parisienne, Gustave Eiffel y est toujours resté très attaché. Voilà pourquoi c'est tout naturellement ici, en banlieue, à Levallois-Perret, à 2 pas de ses anciens ateliers, qu'il va se faire enterrer à sa mort en 1923, dans ce caveau familial où des milliers de touristes et de visiteurs viennent se recueillir devant la tombe de ce génial ingénieur qui a construit tant de choses aussi impressionnantes, géantes, des superstructures dans le monde entier, des ponts, des coupoles, des gares, en Hongrie, au Portugal, en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Brésil, en Bolivie, en Colombie, partout, partout. Mais aussi, il y a des visiteurs qui viennent tout simplement de banlieue, des franciliens, d'Île-de-France, qui savent à quel point sans banlieue, il n'y aurait pas eu de Tour Eiffel, sans banlieue parisienne. Et pour moi, le plus beau symbole de ces franciliens qui savent très bien que sans les forces vives de la banlieue parisienne, il n'y aurait pas eu de Tour Eiffel, il est ici, derrière moi, à ici les Moulineaux, avec les Halles d'Issy. Alors, les Halles d'Issy, c'était une ancienne usine d'ampoules qui a été démontée, restaurée, chouchoutée, réhabilitée et réimplantée à Issy, en face de la gare et surtout en face de la Seine. Et aujourd'hui, elle fait la fierté de la ville.